De nombreux regards sont braqués vers la bombe volante exposée là à quelques mètres, le V1. Les caractéristiques de cette invention diabolique étaient une longueur de 7 mètres, une envergure de 5 mètres 20, le poids 2 tonnes dont 800 kg d'explosifs, vitesse 600 km/h, portée 250 km. Une petite hélice placée à l'avant du V1 devait, après un nombre de tours prévus au réglage, couper l'arrivée d'essence. La bombe piquait droit vers le sol. Si elle touchait un immeuble, le quartier était complètement détruit. Si elle touchait le sol, il y avait un cratère de 15 mètres de large sur 4 mètres de profondeur. En face, dans une des salles de la mairie, se tient une exposition qui fait l'admiration de nombreux visiteurs. Des documents, du matériel récupéré de la guerre attirent l'attention de tous. Le soldat motocycliste arrivait seul en éclaireur, précédant la colonne interminable des troupes alliées qui attendaient des informations concernant le mouvement des troupes allemandes. Ces soldats de renseignement étaient équipés de la fameuse Norton T-16H. Encore de nos jours, des vestiges de la guerre sont découverts. Des chercheurs collectionneurs organisent avec passion des recherches sur les lieux de combat. Les musées peuvent ainsi enrichir leur collection au fil des années. Que de chemin parcouru depuis l'appel du 18 juin 1940. Seule la radio permettait de garder le contact avec Londres. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Voici notre 8e bulletin. Ici, le poste à galène qui, grâce à sa discrétion, pouvait échapper à l'attention des Allemands. Pour les pilotes en perdition, un canot de sauvetage et un émetteur radio pouvaient les sauver. Monsieur Collet, directeur du musée militaire de Pourville, nous en explique le fonctionnement. Lorsqu'un avion au-dessus de la mer était en perdition, il y avait deux solutions, soit que l'avion amérissait pour permettre de sortir le canot de sauvetage et le poste de radio de survie, soit qu'à ce moment-là, il tombait et s'était parachuté par un autre avion pour venir au secours des pilotes qui étaient en mer. Le principe de fonctionnement du poste de survie, c'est une magnéto qui était actionnée par une manivelle comme on voit ici et qui permettait d'envoyer des SOS par le phénomène d'un cerf-volant que l'aviateur faisait partir en haut pour attacher à ce moment-là le fil de cuivre qui servait d'antenne. Et c'est une bobine qui a environ 50-60 mètres de long. Ça permettait d'avoir une antenne pour émettre assez importante. Et c'était tout simplement une énergie par magnéto qui fournissait suffisamment de courant pour que le pilote puisse faire des appels de SOS. Pendant ces 3 jours, le musée ne désemplira pas. Terminons par ces photos prises à Dieppe le dimanche 3 septembre. Les Canadiens défilent rue Claude Groulard devant les officiels, les résistants et les associations patriotiques. Le colonel Holloway, commandant du détachement canadien, dira à la foule venue l'acclamer « Nous avons essayé d'entrer une fois par la porte principale, nous n'avons pas réussi. Aujourd'hui, nous revenons par la porte de derrière. » Cette ambiance que nous avons voulu créer, c'est celle, peut-être, qui a existé le 1er septembre 1944. Ambiance d'une intensité extraordinaire, puisque c'était, après 4 ans de servitude, c'était enfin la liberté retrouvée. Alors, que dire de plus? Dire que je pense que chacune et chacun d'entre vous a pu être satisfait de cette commémoration, car a été l'occasion, pour ceux qui en ont été les témoins et ceux qui ont participé, c'était l'occasion de se souvenir de moments extraordinaires de leur vie. Et pour ceux qui n'étaient pas présents et qui étaient trop jeunes à l'époque,
de se rendre compte de ce qu'a pu être, à ce moment, cette libération d'Ophée et la fin de notre servitude. Je pense que vous avez été tous satisfaits de cette manifestation qui va se clôturer tout à l'heure par un feu d'artifice modeste, c'est vrai, mais je crois qu'il nous donnera, en donnant cette finale, il donnera, je dirais, l'apothéose d'une journée dont nous nous souviendrons les uns et les autres. Après, maintenant, nous venons de terminer ensemble un repas amical, je dirais même familial, qui a été aussi l'occasion d'échanger des souvenirs, peut-être, en tout cas, de mieux se connaître, de mieux s'apprécier. Et je crois que ceci est de plus en plus nécessaire dans une société aussi tourmentée que celle dans laquelle nous vivons. Monsieur Alfred Tracy-Payog, notre député, nous fait l'honneur ce soir de partager ce repas. Il est arrivé en retard, c'est vrai, mais il a eu beaucoup d'obligations et heureusement que nous étions là pour lui donner à manger, parce que le pauvre, il aurait dû se coucher sans manger. Ce qui n'est pas normal, parce que s'il n'a pas le temps de se nourrir, on n'a pas l'intention de le perdre. Alors ça, à mon avis, c'est important. Il a tenu à s'associer quelques instants à nos réjouissances, parce que vous savez l'estime qu'il nous porte, la confiance qu'il a en nous, et surtout l'amitié qu'il entendait par là nous renouveler. Je tiens à lui dire combien nous apprécions toujours, mais particulièrement aujourd'hui, sa présence et le remercier. Eh bien, il me reste à vous de vous souhaiter à tous une bonne fin de soirée et d'espérer que dans 50 ans, pour fêter le centenaire, nous serons tous encore là et pourquoi pas. Les progrès de la science nous laissent prévoir qu'il serait possible qu'on vive jusqu'à 120 ans. Alors, pourquoi que nous serions-nous pour là au centenaire? Maintenant, dans quel état physique serions-nous? Ça, c'est autre chose. Nous en reparlerons à ce moment-là. Alors, à tous, merci de votre présence et puis bonne fin de soirée. Nul doute que le chant des partisans a ému l'auditoire, qui a remercié par un tonnerre d'applaudissements M. Gilbert Courtois, président cantonal et local des anciens combattants. Mes frères, ce n'est qu'un au revoir.
Cette libération ne signifiait aucunement la fin de la guerre. Il fallut encore 9 mois de combat pour que l'Allemagne soit définitivement vaincue. Cette journée a permis aux nouvelles générations de connaître les joies de ces heures libératrices. Nous devons les arracher à la tyrannance que provoquent ces engins meurtriers qui ont fait tant de mal à nos aînés. Cela a fait connaître également les hauts faits de la résistance, comme le groupe Léopard, qui a permis aux troupes alliées d'accélérer leur avance. La volonté de chasser l'occupant cimentait l'unité de tous les résistants. Les trucs. À l'heure que cette journée de fête se termine par un feu d'artifice marquant la fin heureuse de ce cauchemar, une sinistre silhouette se détache dans la nuit, celle de la bombe volante qui a à son actif plus de 6 000 tués et plus de 17 000 blessés. Le spectre de la guerre est là, tapi dans la nuit, prêt à ressurgir à la première occasion, avec cette fois des moyens que l'homme ne pourra peut-être pas maîtriser. La liberté a coûté si cher en vies humaines, sachons la préserver.